Bonsoir et c'est un grand plaisir de vous revoir. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos soirées. Le Centre Solzhenitsyn reprend ses activités et cette saison sera marquée par une série de manifestations qui sont liées avec l'anniversaire, on dirait, avec le 5e anniversaire de l'apparition de l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Ce livre qui était édité ici même, dans ces murs, dans les conditions clandestines. C'était le 28 décembre 1973. Et cette date, bon, elle a marqué l'histoire comme vous le connaissez, et comme on aime à raconter dans ces murs. La queue pour acheter ce livre s'étendait jusqu'à la station du métro Nobel-Mutualité, alors qu'il s'agissait de ce livre encore dans la langue russe. Mais très vite, déjà l'année suivante, 1974, apparaît d'abord la traduction française, ensuite traduction dans d'autres langues européennes, on dirait du monde. Donc cette année sera riche d'événements. Suivez notre site, tout sera affiché. On peut déjà parler de l'exposition qui sera organisée dans le mur au premier étage, qui sera consacrée à l'histoire de la création et de la publication de l'archipel du Goulag. Une série d'autres événements qu'on n'annonce pas encore, mais en tout cas une série de soirées consacrées aux écrivains du Goulag. Aujourd'hui, la première soirée qui ouvre ce cycle, qui sera consacrée à Varlam Chalamov. Et nous sommes particulièrement heureux et honorés d'accueillir ce soir Luba Irvinson, la grande spécialiste de cet auteur, qui a consacré ses multiples travaux, plusieurs années de sa vie, à Varlam Chalamov. Et nous allons parler plus particulièrement de son livre qui s'appelle Le Semeur Dieu, Sentier de Varlam Chalamov. Luba Irvinson a également préparé et édité Souvenirs de Colema, traduit par Anne-Marie Taxis-Botton. Elle a également édité et traduit en collaboration avec Sophie Benesch, ici présente, les récits de Colema. Donc elle est une véritable passeuse de Chalamov en France. C'est grâce à elle que le large public français, au sens le plus noble et le plus haut du terme, a découvert cet auteur. Et c'est aussi grâce à Luba qu'on a commencé à introduire Chalamov dans les programmes universitaires. Elle-même, elle est professeure de russe à l'université Paris-Sorbonne, co-directrice de la collection russe aux éditions Verdier, et aussi vice-présidente de l'association Mémorial France. Luba est née à Moscou. Elle est à Paris à partir de l'âge de 16 ans, et son parcours est tout à fait remarquable. Elle est aussi l'écrivaine. Je ne donnerai que quelques titres de ses livres. Éducation nocturne, encore Au lieu du péril, Boutique de vie, un recueil de nouvelles, Avoir sommeil, encore un de ses derniers ouvrages qui nous plonge dans l'actualité la plus brûlante de nos jours, qui est intitulé Quand nous sommes réveillés, nuit du 24 février 2022, invasion de l'Ukraine. Luba est aussi traductrice, y compris des auteurs de l'immigration russe, comme Nina Berberova, et donc les auteurs qui sont particulièrement chers à nous dans ces murs, les auteurs que Inca Press édite à partir des années 20. Donc, grâce à Luba et ses collaborateurs, maintenant tous ces auteurs trouvent leur lecteur français. Donc il y a une véritable filiation, sans parler que Luba est une grande amie de notre maison Inca Press, du centre Solzhenitsyn. Et on n'oublie pas qu'elle a édité également Correspondance de Chalamov avec Alexandre Solzhenitsyn et Nadezhda Mandelstam. Tant de thèmes croisés, tant de pistes abordées ensemble. Je donne tout de suite la parole à Luba en le remerciant de tout cœur pour sa disponibilité et cela au moment particulièrement chaud de la vie universitaire. Merci Luba. Donc gardez vos questions pour la fin. Nous allons terminer avec les échanges. Mais tout d'abord, nous allons écouter Luba.
Merci beaucoup, chère Tatiana, pour cette présentation trop généreuse. Je voudrais rectifier deux petites choses, c'est-à-dire je ne suis pas l'éditrice, je ne suis pas la personne qui a édité les souvenirs de la Colima, ni la correspondance, même si voilà, j'ai évidemment participé à la relecture de ces textes pour la bonne raison qu'il y a deux collections chez Verdier. Il y a la collection que je co-dirige avec un col de filles, qui s'appelle le Pusteki, et il y a la collection Slovo, qui a été dirigée pendant des années par Hélène Châtelain, et maintenant par Catherine Perel. Et donc c'est dans cette collection que Chalamov est édité, mais comme vous pouvez voir, on collabore très étroitement. Merci, d'abord merci pour votre invitation, merci, je suis très heureuse de retrouver cette maison. Merci à vous tous d'être venus si nombreux, je suis intimidée et émue, et voilà, très honorée, et beaucoup de visages amis dans l'assistance, et j'ai la chance d'avoir aussi en face de moi Michel Planel, qui est l'éditrice de chez Verdier, qui a accompagné ce travail sur Chalamov, enfin on s'accompagne depuis plus de 20 ans, et notamment dans Chalamov. Donc un mot peut-être sur ce livre que tu as évoqué, Tatiana. Donc il s'agit de... Effectivement, c'est un travail qui m'a pris en tout 20 ans. Non, mais ça ne veut pas dire que j'ai travaillé 20 ans du matin au soir, mais c'est 20 ans de recherche, de travail en archives, mais surtout de lecture. En fait, c'est un travail de lecture. J'ai voulu partager ma lecture de Chalamov avec lecture que je pratique depuis très longtemps, avec le public français notamment. Parce que Chalamov, c'est un auteur qu'on relit énormément. Enfin, moi, je l'ai beaucoup relu, qu'on ressasse. Moi, je suis dans cette optique de ressassement, et je suis sûre que là, si je me remets à le relire, je trouverai encore plein de choses que je n'ai pas vues. Il y a des choses qui émergent au bout de quelques années de lecture. C'est très étonnant, mais comment... il y a tellement de replis dans ces textes qui semblent très très simples. Je pense que beaucoup d'entre vous ont lu du Chalamov, peut-être pas tout, mais certains textes, et en général, ce qui frappe à la première lecture, c'est ce caractère à la fois extrêmement simple et fulgurant de ces textes. Et on a l'impression qu'on a reçu une décharge, et que toute l'intensité du texte est dans cette décharge de la première rencontre. Et en fait, ce sont des textes qui ont plein de replis et plein de choses cachées. Et c'est en les lisant, les confrontant les uns aux autres. Alors là, je pense au récit de la Colima, mais je pense aussi évidemment les récits de la Colima qui, vous le savez, c'est un volume, en français c'est 1700 pages, c'est 6 recueils, dont on a fait une petite édition de poche justement pour que ça puisse entrer être lu par des étudiants. Mais c'est en se promenant dans ces textes que l'on peut, qu'on voit tout d'un coup émerger des choses qu'on n'a encore jamais lues, jamais vues. C'est très étonnant. Et donc je ne suis pas la seule, bien sûr, à m'intéresser à Chalamov, même si en France, alors maintenant il y a des jeunes qui s'y mettent. Mais disons que dans ma génération de chercheurs et de... peut-être la génération d'après, il y a peu de Chalamoviens en France, mais il y en a beaucoup de par le monde, donc on se retrouve de temps en temps pour parler de Chalamov. On organise des colloques, des conférences dans différents pays, donc ce sont des chercheurs qui travaillent dans différentes langues. Et justement, on constate à cette occasion qu'il y a des choses que personne n'a encore jamais vues chez Chalamov. Alors, je donne un exemple et je prie ceux qui l'ont déjà entendu de m'excuser, parce que c'est un exemple qui me semble très parlant et parce que ça nous introduit aussi dans l'œuvre. Dans le premier récit qui s'intitule
Pasniego, qui est traduit en français par Sur la neige, on voit des personnes qui marchent dans la neige. Et si on ne sait pas qui est Chalamov, et si on ne sait pas ce qui se passe et qu'il s'agit de quand, il n'y a aucune indication qui permette de le savoir. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de barbelé. C'est un espace ouvert, infini, dans lequel quelques hommes marchent à la queue leu-leu. Et le texte raconte comment on trace un chemin dans la neige. Voilà, donc ça pourrait être des explorateurs, je sais pas, des soldats, des voyageurs, on ne sait pas qui c'est. Donc bien sûr, voilà, c'est un texte qui est introduit dans les récits de la Colima, c'est aussi une sorte de manifeste esthétique de Chalamov. Et c'est, je crois, au bout de 6 ans donc, bon, je me dis, ce sont des détenus. Enfin, je veux dire, moi, j'avais ce savoir pour avoir lu Chalamov. Mais c'est au bout franchement, je crois que c'était au bout de 6 ans de lecture que je m'aperçois, en lisant un autre récit qui s'intitule Le Businessman, je comprends qui sont ces hommes. Parce que dans Businessman, le personnage principal, alors qu'est-ce que c'est que le businessman? C'est quelqu'un qui fait une transaction, qui fait un deal. Et là, en l'occurrence, la transaction, c'est que c'est quelqu'un qui s'est procuré de l'explosif, et donc un détenu, et qui fait profiter de cet explosif 2 autres détenus qui souhaitent s'auto-mutiler. Donc on entre directement dans le thème de l'automutilation, qui est donc un des recours du détenu exténué qui veut échapper aux travaux généraux. Et les travaux généraux, à la Colima où se trouve Chalamov et où se trouvent ses co-détenus, c'est le gisement aurifère qui tue en quelques semaines. Donc, vous voyez, c'est le réflexe du lézard, de laisser une partie du corps plutôt que le corps tout entier. Et donc ce garçon, qui est bien débrouillard, voilà, il troque cet arrangement contre des rations de pain. Donc il fait sauter les mains de ces 2 co-détenus, plus la sienne, il s'automutile, et en échange, oui, c'est une horrible histoire, en échange, il reçoit des rations de pain, du pain qu'il commence à manger pendant qu'on le soigne. C'est vous dire à quel point il est affamé. Et donc, voilà. Et après, il est à l'hôpital, enfin, il est admis à l'hôpital parce que, évidemment, les autorités n'encouragent pas les automutilations, donc on n'est pas forcément pris à l'hôpital, mais lui, il est à l'hôpital avec une grosse fièvre, et donc il est tout content d'avoir de la fièvre, et surtout, il se dit, maintenant, je suis tranquille, on ne m'enverra pas tracer les routes. Et on comprend, on ne m'enverra pas tracer les routes parce que dans commentaires d'auteurs, on envoyait ces estropiés tracer les routes, les chemins dans la neige, les gens ont commencé à se faire sauter les pieds. Donc pour arrêter ça, voilà, on a cessé de les envoyer tracer les routes. Et là, je comprends que ces gens qui tracent la route, ce sont en fait des manchots. Et vous imaginez cette procession de manchots, c'est un tableau à la Bruegel, mais qu'il faut aller chercher dans les coulisses du texte. C'est-à-dire que c'est pas dit. On n'a pas cette image quand on lit ce premier texte. Or, la mutilation, la perte d'une partie du corps est un fil rouge qui traverse tout le texte de Chalamov, tous les textes de Chalamov, parce que c'est à la fois, évidemment, une réalité du goulag, mais c'est aussi un procédé moderniste pour parler de la disparition, de l'anéantissement, de la violence. Voilà, je pense au poème de Blaise Cendrars, qui voit ça, qui a perdu un bras à la guerre et qui voit ce bras sous forme de constellation dans le ciel. C'est un très beau poème qui s'appelle La main coupée. Bon, je pourrais citer beaucoup d'œuvres qui sont consacrées à cette question. Donc voilà, vous voyez, on est en plein dedans, et je pourrais vous citer d'autres
d'autres choses cachées comme ça chez Chalamov. Hein. Et voilà, et en passant, je vous ai parlé de ce premier récit dans lequel, qui ouvre l'œuvre de Chalamov et dans lequel donc, on a cette étendue blanche, hein, cette neige qui nous fait beaucoup penser à la page blanche. Et ces hommes qui tracent un chemin et donc qui, en fait, par cette... Donc je fais un raccourci parce qu'on ne peut pas présenter, on peut pas tout raconter en une demi-heure sur Chalamov, mais j'espère que si vous ne l'avez pas encore lu et relu, vous allez soit le lire, soit le relire. C'est aussi un geste, donc vous voyez, ça, en fait, le récit débute, enfin les récits débutent par une évocation de la trace. Parce que ces hommes qui marchent dans la neige, ils laissent leurs traces, et c'est de la même façon que l'écrivain qui parle du goulag va laisser construire une trace sur la page. Donc voilà, la clé de lecture est donnée immédiatement. Et par ce geste, finalement, Chalamov balise aussi l'espace, cet espace infini dans lequel il n'y a pas de point d'orientation, dans lequel le détenu se perd. Là, c'est aussi une façon de laisser des balises et de construire son espace, qui est un espace nouveau dans la littérature. Hein, c'est-à-dire que lorsque Chalamov commence à écrire, donc je vous rappelle qu'il est arrêté la deuxième fois, en fait il connaît deux détentions, la première dans les camps de la Véchéra à la fin des années 20, où il passe un peu moins de 3 ans, et la seconde en 1937, et là il est à la Kolyma, c'est-à-dire ce que Solzhenitsyn, ce pôle de la férocité, comme dit Solzhenitsyn, c'est-à-dire les pires camps du goulag, et là il va y rester jusqu'en 1953. Donc voilà, en gros même un peu plus, enfin en gros presque 17 ans. Et donc Chalamov, lorsqu'il revient, en fait c'est la période pendant laquelle la littérature soviétique, enfin le nouveau canon de la littérature soviétique s'est vraiment constitué, cristallisé. C'est-à-dire le canon du réalisme socialiste qui, vous le savez tout ça en fait, mais qui devient obligatoire à partir de 1934 et le premier congrès des écrivains soviétiques, et qui va, mais quand on dit ça devient obligatoire, ça raconte pas l'histoire de la vie littéraire, c'est-à-dire comment les écrivains s'adaptent, quels sont les compromis, les négociations, les moyens d'adaptation ou pas, ou comment on écrit désormais pour le tiroir. Enfin, tout ça, c'est-à-dire, et tout ça fait partie de ce qui se construit pendant ces années où Chalamov, lui, est au camp. Donc il ne connaît ni compromission, ni adaptation, il est rejeté hors de la vie, il est vraiment à plusieurs reprises, il est vraiment au seuil de la mort. Donc la littérature est loin. Et et lorsqu'il revient, il est en quelque sorte, alors qu'il a déjà écrit, il a déjà publié quelques récits qui sont d'ailleurs très étonnants, même ses premiers récits, mais bon, si on a le temps, on en parle. Il a été journaliste au début des années 30, mais il n'a pas subi cette mise au pas, cette grande mutilation de la littérature. Il va le ressentir comme ça. Et donc, lorsqu'il revient, il doit prendre sa place dans la littérature. Il n'a pas de place. Ses congénères ont soit fait carrière, soit sont disparus dans les goulags, soit ont cessé d'écrire. Il y a une littérature soviétique qu'il ne connaît pas, et il n'a pas été formé par ce moule. Donc,
il ne veut pas non plus, en fait, il sent vraiment ça, qu'il est plus qu'un écrivain des camps, hein, qu'il est plus qu'un témoin. Et donc, il s'agit de se donner cette place. Et alors, quelle va être cette place? Eh bien, quand on lit ce premier récit, qu'on voit, voilà, lorsque j'ai compris que c'était des mutilés qui traversaient la neige blanche, j'ai compris que la place de Chalamov, la place que voulait prendre Chalamov, et qu'il prend, hein, magistralement, c'est la place de celui qui n'a pas de place. Hein, c'est la place de celui qui est enseveli, qui n'a pas d'organe pour écrire. Parce que la main, c'est l'organe qui écrit. Il y a un très beau récit par lequel commence le dernier recueil, ce qui fait que le texte est encadré par 2 représentations de la trace. Le récit qui s'intitule Le Gant, hein, où le narrateur qui parle de cette période où il était mourant, où il était atteint de pélagre et où il perdait la peau. Et la pélagre, c'est une maladie due à la malnutrition qui était assez répandue dans les camps et qui est mortelle si on ne la soigne pas. Et donc la peau d'un malade atteint de pélagre s'en va des mains et des pieds sous forme de gants et de chaussettes. Oui, c'est un peu dégoûtant, mais bon, vous saviez en venant ici que vous alliez entendre des choses pas très sympathiques. Et donc, il parle de ce gant, de son gant de chevalier qui repose dans les glaces de la Colima, comme dans un musée. Donc c'est une archive, c'est une partie du corps qui fait archive. Et il dit, au fond, c'est ce gant-là, c'est cette main-là qui aurait pu écrire la vraie histoire de la Colima. Mais maintenant que ma main s'est reconstituée, ce ne sera pas l'histoire de ce détenu mourant, ce sera quelque chose d'autre, ce sera une reconstitution. Et pourtant, j'aimerais, dit-il, que mon récit soit le récit qu'aurait pu écrire cette main. Voilà, et c'est ça la place qu'il veut prendre en fait. Et cette main, elle a disparu, d'où les manchots qui traversent l'étendue blanche. Et sa place, c'est celui, c'est la place du disparu en fait. Hein, c'est la place de celui qui a disparu dans les glaces de la Colima, mais qui est quand même là pour témoigner. Hein. Voilà, donc alors, ça se décline de multiples manières hein, et dans différents récits, mais voilà, je voulais vous montrer la matrice à partir de laquelle moi j'ai écrit sur Chalamov en m'interrogeant bien sûr sur l'histoire du Goulag, sur la Colima, sur son parcours à lui, parce qu'il est difficile de ne pas parler de sa vie quand on parle de son œuvre, hein, même si moi j'ai été formée un peu à la formaliste, on parle pas de la biographie, on parle pas du contexte, mais bon là on est obligé. Donc c'est aussi une sorte de retour pour moi sur la formation que j'ai reçue, sur la façon dont je me suis construite comme lectrice, et tout ça vole en éclats avec Chalamov. Mais c'est aussi évidemment une interrogation sur l'art qui dépasse simplement mais qui dépasse le contexte du Goulag, parce qu'il y a cette interrogation en permanence chez Chalamov. Voilà, et maintenant que je vous ai raconté cette histoire, puisqu'on est dans la maison qui a publié l'archipel du Goulag, il est quand même difficile de ne pas en parler, et de ne pas parler du conflit entre Chalamov et Solzhenitsyn, même si je ne vais pas revenir dessus dans le détail, mais bon, je me dis, on ne peut pas éviter cette question qui fâche, qui est une question douloureuse, hein, parce que ça fait mal d'une certaine façon que des personnes qui ont traversé des choses aussi terribles, finalement, n'arrivent pas à s'entendre, mais c'est aussi normal, bien sûr. Et voilà, et pourquoi j'ai raconté d'abord l'histoire de la place
d'abord, voilà. Donc je ne suis pas sûre que Chalamov aurait été très heureux de savoir qu'on parle de lui dans la maison de Solzhenitsyn. Voilà. Elle a été éditée par une presse aussi. Oui, je sais, bien sûr. Mais voilà, mais encore que les choses changent aujourd'hui. Mais bon. Parce que, donc vous le savez, je pense, je ne vais pas raconter tout. Vous savez que lorsque Chalamov découvre une journée d'Ivan Denisovitch, il est d'abord extrêmement enthousiaste. Il écrit une lettre magnifique à Solzhenitsyn, tout en lui rappelant que le camp de Choukhov est un camp sanatorium. Et dit-il, j'aurais bien aimé passer une petite année dans ce camp-là. Et qu'est-ce que c'est que ce chat qui se promène dans votre camp, pourquoi ne l'a-t-on pas encore mangé? Bon, ça c'est des choses bien connues. Кошка, которая пробежала между Шаламовым и Солженицыным. Bon, donc voilà, les relations vont se distendre et puis vont tourner carrément au conflit. Mais avant que ça arrive, Solzhenitsyn propose à Chalamov d'être co-auteur de l'Archipel, vous le savez peut-être. Donc ça se passe en 1964 si je ne me trompe pas. Donc Solzhenitsyn a conçu déjà la structure de l'Archipel. Il a répertorié les différentes parties et bon, il le conçoit aussi comme un livre collectif d'une certaine façon, puisqu'il y a un grand nombre de témoins qui apportent leur expérience pour constituer ce livre. Et il pense alors que, en tout cas, bon, moi je me base sur ce que Solzhenitsyn dit lui-même de cet épisode. Il se base donc sur l'idée que Chalamov, justement, ce que Chalamov reproche à Solzhenitsyn, on va voir les quelques points qui les séparent. Alors, ce qui les sépare en premier, c'est la différence des expériences. Donc, Solzhenitsyn a... Et c'est vraiment pas à nous de juger ces expériences, parce que, voilà, on n'en a traversé aucune de cet ordre. Mais pour Chalamov, l'expérience de Solzhenitsyn ne connaît pas le vrai camp. Voilà, ça c'est ce que Chalamov lui reproche. Parce que le vrai camp, c'est le camp de la Kolyma. Et même à la Kolyma, par exemple, il dit... alors il y a un autre écrivain qu'on a redécouvert récemment, qui est Georgi Demidov, dont 2 volumes sont déjà apparus en français, alors un qui a été réédité, et puis un autre qui est plus récent, et qui était auquel Chalamov a consacré lui-même un récit, hein, et qui était dans les mêmes camps. Et on a un petit peu le même schéma, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que Chalamov admire pour son courage, pour sa résistance incroyable à l'administration. Et puis lorsqu'il se retrouve après le camp, peu à peu, l'amitié va se fissurer et se distendre et finalement s'arrêter. Hein. Donc c'est aussi, alors bon, ça c'est un petit détail psychologique, hein, mais c'est aussi, enfin il ne faut pas attendre non plus des rescapés des camps qui soient patients, gentils à tout moment et voilà, et réceptifs aux états d'âme des autres. Et chez Chalamov, on a voilà, ce schéma se reproduit avec plusieurs personnes. Mais ça n'enlève rien à la particularité de la relation avec Solzhenitsyn. Donc, ça, c'est pour dire que même Demidov, qui était à la Kolyma en même temps que lui, il lui dit à un moment, tu ne connais pas le vrai camp parce que tu n'as pas travaillé sur le gisement aurifère. Donc voilà, pour lui, le vrai camp, c'est vraiment les conditions extrêmes du gisement aurifère. Et effectivement, il a touché le fond. Hein. Voilà, donc ça c'est une... Et Solzhenitsyn, précisément, il est conscient aussi du fait que l'expérience de Chalamov est beaucoup plus radicale et qu'il connaît des choses que lui, Solzhenitsyn, ne connaît pas, et qu'il serait donc légitime de le convier à devenir le co-auteur de ce grand livre.
et Chalamov refuse. Chalamov refuse de manière assez, enfin d'après Solzhenitsyn, de manière assez virulente, qui a pu arriver effectivement. Et voilà. Et donc pourquoi Chalamov refuse? Bon, d'abord, il doit sentir que collaborer avec Solzhenitsyn ne sera pas facile et qu'il craint d'être une voix dans le cœur. Et manifestement. Mais si on. Voilà, à un moment, il écrit une phrase qui pour moi est une phrase clé. C'est j'ai maintenant ma place. Je connais ma place dans la littérature russe. Voilà, je connais ma place dans la littérature russe. Et c'est pour ça que j'ai commencé par cette histoire de place, d'espace. C'est-à-dire que sa place dans la littérature russe n'est pas celle de Solzhenitsyn. C'est une place, c'est la place du mort, c'est la place de... si on le compare à des textes de la littérature mondiale, il est dans la même position qu'un Robert Antelme quand il écrit L'espèce humaine. Il y a des choses qui sont très, très proches. Il rejoint certains propos de Primo Levi. Il est vraiment, c'est la place du revenant. Aussi, ce qui frappe, par exemple, c'est certaines correspondances, alors qu'ils ne se connaissent évidemment pas. Chalamov n'a pas lu tout ça, bien sûr, tout ça lui est absolument inaccessible. Mais avec Charlotte Delbo. Charlotte Delbo, qui a été à Auschwitz et qui, en gros, raconte dans sa trilogie qu'on n'en revient pas. Qu'on reste toujours dans cette communauté de mort. Voilà. Et donc, sans réduire Chalamov à quoi que ce soit, parce que c'est une voix originale, mais sa place dans la littérature, c'est la place de celui qui va, pour la première fois, croit-il, parce qu'il ne connaît ni Antelme ni Lévy, bien sûr, encore moins Charlotte Delbo qui n'a pas encore écrit, il veut parler de quelque chose de totalement inédit. Donc encore une fois, pour lui, c'est inédit, alors que, en France et en Italie, on a déjà ces textes-là. Et on a d'ailleurs le texte aussi de Julius Margolin, un témoin du Goulag aussi, qui a aussi parlé de ces aspects-là. Et qui est édité, dont le livre est édité par Kalman Levy en 1948. Il veut amener dans la littérature un état humain qui n'a encore jamais été exploré et montré. Et c'est l'état de celui qui est à la limite entre la vie et la mort. C'est l'état du Dachadiaga, le Dachadiaga, donc celui qui a touché le fond, qui est décrit par tous les témoins, et c'est ce qui est très proche de ce que dans les camps nazis, dans certains camps nazis, on appelait les musulmans. Donc il y a une étude anthropologique et des études médicales sur l'état de musulman, sur cet état entre la vie et la mort, où l'individu a perdu tous les réflexes normaux d'un être vivant, mais il n'est pas encore mort. Et c'est cet état que Chalamov veut explorer dans la littérature, et il pense qu'il est le premier, et qu'il est le premier dans la littérature russe, et c'est cette place-là qu'il va prendre. Et à un moment, il dit, il y a dans le thème des camps peut abriter 100 écrivains comme Solzhenitsyn, 5 écrivains comme Tolstoï. Ça montre l'échelle, mais il n'aime pas Tolstoï du tout, il le déteste. Bon, voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, moi je pense que c'est, pour moi c'est l'essentiel de leur, du refus. Enfin, c'est la raison essentielle de ce refus. Et par ailleurs, il y a une divergence esthétique très forte entre les deux écrivains. Si vous ouvrez parce que Chalamov, finalement, il se base aussi plutôt sur les tentatives romanesques de Solzhenitsyn, c'est-à-dire le premier cercle, essentiellement. Pardon ? Le pavillon des pensions. Oui, mais c'est surtout le premier cercle qui porte sur la question des camps. Et lui,
c'est le rejet du roman. Enfin, lui, il revendique la filiation avec les courants modernistes du début du siècle. Donc, la poésie et le récit court fulgurant, comme les récits d'Acolima. Et donc, le roman, c'est sa bête noire, en fait. Alors que, en fait, il a tenté d'écrire un roman, mais ça, on le découvre quand on regarde les inédits. Mais bon, globalement, il rejette l'esthétique du roman et son texte sur sa première détention, qu'il va écrire après la seconde, c'est-à-dire c'est un texte plus tardif que les récits de l'Acolima. C'est un texte qui porte comme sous-titre anti-roman. Viscera, anti-roman. Donc voilà, il est dans cette optique de l'anti-roman. Et alors que Solzhenitsyn pense qu'il faut que pour reconstituer cette réalité des camps, c'est le roman qui peut le faire. Donc là-dessus, voilà, il y a une incompatibilité esthétique. Alors que l'archipel du Goulag, finalement, c'est une œuvre d'une très grande modernité et très hybride. Mais bon, ça c'est une autre question. Donc voilà, ça les sépare, cette histoire cette question du roman, du rapport à la littérature. Solzhenitsyn revendique Tolstoï comme étant son maître. Pour Chalamov, Tolstoï, c'est vraiment celui qui ne veut pas suivre. Et là, il y a une... Alors, Solzhenitsyn, donc, lorsqu'il raconte cette histoire, il dit, en substance... Bon, je ne connais pas le texte par cœur, donc je traduis. Il dit, en gros, j'ai été soulagé qu'il refuse. Alors, pourquoi il a été soulagé? Parce que Solzhenitsyn, comme certaines personnes à l'époque, parce que je crois qu'il fallait aussi du temps pour comprendre et apprécier Chalamov, qui justement est tellement... tout ce que je vous ai raconté montre que c'était pas évident. La réception n'était pas évidente. Donc je veux dire, je fais des digressions, mais même en dehors de l'Union soviétique où aucun de ces récits n'est paru, à l'exception d'un qui s'appelle Le Pain nain, peut-être que vous le connaissez, qui a un récit merveilleux, mais si on ne sait pas que ça se passe dans un camp, on ne le saura pas. Mais en dehors de ça, même ces éditeurs étrangers, comme Roman Gould par exemple, considéraient que que certains de ces récits étaient inachevés, qu'ils étaient insuffisamment élaborés, qu'ils n'avaient pas assez travaillé en gros. Et c'est d'ailleurs aussi tristement, là il y a encore des rencontres ratées. C'était la vie de Primo Levi qu'il a lu en traduction. Il a trouvé que c'était pas génial et que l'auteur était traumatisé. Voilà, c'était ça qui ressortait. L'auteur est traumatisé par le camp et donc il nous livre quelque chose une sorte de matière brute non travaillée, une sorte de cri. Et il faut un éditeur, il faut couper les redites, par exemple, alors que chez Chalamov, tout est dans les redites, enfin pas tout, mais c'est extrêmement important et c'est vraiment un procédé. Et donc Solzhenitsyn le perçoit comme ça aussi, il perçoit ça comme quelque chose de pas tout à fait élaboré. Et surtout, donc il est très irrité par le fait que les personnages de Chalamov n'aient pas de psychologie, n'aient pas de passé, ils n'ont pas d'histoire, leurs sentiments ne sont pas décrits. Tout ce qu'on peut demander à une certaine littérature, alors que pour Chalamov, c'est précisément ça qu'il veut faire. Il y a dans ses carnets, il y a une réflexion sur la façon dont Tolstoï hésitait sur la couleur des yeux de Katyusha Maslova. Et il écrit quelque chose de très important, il écrit « Mes personnages n'ont pas de couleur d'yeux ». Voilà. Et ça, des personnages qui n'ont pas de couleur d'yeux, Solzhenitsyn ne pouvait pas le comprendre. Et Chalamov, à son tour, ne pouvait pas entrer en collaboration avec quelqu'un qui ne le comprenait pas. Donc c'est ça qui... Et d'ailleurs, si j'ai intitulé mon livre « Le semeur Dieu »,
c'est que les yeux ont une très grande importance chez Chalamov. Et c'est une citation de Khlebnikov. C'est un poème de Khlebnikov dans lequel Thésée revient du labyrinthe avec la tête du Minotaure et personne ne le voit. Et donc le poème se termine par il faut semer des yeux, le semeur Dieu va passer. Et moi je me suis dit le semeur Dieu c'est Chalamov. Voilà. C'est le témoin qui sème les yeux. Et peut-être qu'on peut enchaîner sur la lecture de quelques poèmes, parce que je me suis aussi... voilà, avant ce livre, j'avais travaillé uniquement sur la prose, parce que c'est les récits de la Colima qui est l'œuvre maîtresse, et quelque chose de... voilà, en fait... d'indépassable. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que, en lisant les poèmes, puis, bon, on a l'idée que les poèmes de Chalamov sont peut-être moins intéressants que sa prose, mais en fait, j'ai compris qu'il fallait les lire en regard, qu'il fallait les lire en dialogue, parce que tous les thèmes évoqués dans les poèmes se retrouvent dans la prose et inversement. Et alors quand je vous dis j'ai compris, je détiens pas la vérité, hein, c'est mon interprétation, on peut y adhérer ou non, hein. Mais voilà, moi ce qui m'est apparu, c'est que les poèmes, parce que Chalamov est un auteur qui se commente en permanence, hein. C'est un auteur qui parle de littérature, qui est constamment en train de réfléchir à ce qu'il écrit. Ce qui est quand même aussi quelque chose de très original pour un témoin qui parle des camps. Il parle des camps et puis il dit comment est-ce que je vais raconter cette histoire. Ou alors il commence une histoire et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'en fait c'est pas Chalamov, enfin, c'est jamais Chalamov, c'est toujours un narrateur, mais que c'est pas le narrateur numéro 1, disons, qui raconte l'histoire, mais c'est que c'est un narrateur numéro 2 et il raconte cette histoire au narrateur numéro 1 qui va lui dire tu sais ta fin est très faiblarde, ça va pas du tout. Ce récit ne passera pas. Alors l'autre propose une autre fin. Il dit bon, cette fin est mieux, mais tu verras, il ne sera jamais publié. Et puis il y a une troisième fin qui ne lui convient pas non plus. Donc c'est quand même extraordinaire pour un texte qui nous raconte comment c'était dans les camps, hein. Et donc donc c'est pour ça aussi que c'est un grand texte moderniste avec toute la réflexion, toute cette auto-réflexion de l'art sur lui-même. Et dans cette auto-réflexion, ça ne veut pas dire que c'est pas des choses, c'est chaque fois très simple et très percutant, hein. C'est pas des longues digressions sur qu'est-ce que je vais écrire. Mais dans ce dispositif où l'œuvre s'interroge sur elle-même, le va-et-vient entre le poème et la prose est absolument essentiel, parce que le poème commente la prose, et la prose commente le poème. C'est-à-dire qu'on lit la prose pour comprendre le poème, et on lit le poème pour comprendre la prose, donc ils se complètent absolument. Et donc c'est un texte total, en fait. Voilà. Et dans cette optique, il y a aussi quelque chose qui m'a fait revenir vers les poèmes, c'est toutes les réflexions de Chalamov sur la nature et sur le paysage, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il est dans une... les camps de la Colima sont situés dans des sites naturels qui sont d'une beauté incroyable. Et d'ailleurs, je suis allée sur les traces de Chalamov et j'ai été très, très perturbée, très mal à l'aise à cause de cette beauté. Parce que je me disais, je marche sur un charnier et c'est très beau. Voilà. Et donc, alors Chalamov, dans les souvenirs, qui est aussi un livre très important, il dit jamais je n'ai admiré un paysage du temps de ma détention. Tout ce qui est venu après. Mais après, il donne la parole à cette nature. Et là aussi, il veut apporter une parole nouvelle
dans la poésie russe, parce qu'en fait, lui, il se pense d'abord comme poète. Et donc, il parvient d'ailleurs, bon, ça c'est une autre histoire qu'on n'a peut-être pas le temps de raconter, mais que vous trouverez dans les souvenirs. Il arrive à partir du camp où il n'est plus détenu, mais il est infirmier à l'hôpital du camp, parce qu'il a eu, enfin, c'est toujours dire qu'il a eu de la chance, mais il a eu quand même la chance de... c'est un peu un miracle, en fait, la vie concentrationnaire de Chalamov est jalonnée de petits miracles, enfin de grands miracles qui font qu'il reste en vie. Et un des miracles, c'est qu'à la fin de sa détention, en fait à partir de la fin des années 40, il parvient à intégrer des cours d'infirmiers qui sont ouverts en principe à Magadan, ça c'est un des paradoxes du Goulag, mais qui sont ouverts surtout pour les détenus de droit commun. Les politiques, les soi-disant politiques n'y sont pas admis, à l'exception de ceux qui ont l'article 58 alinéa 10, c'est-à-dire la propagande anti-soviétique. Or, Chalamov, qui est d'abord arrêté comme trotskiste, est de nouveau arrêté au camp et se prend une nouvelle peine de 10 ans, mais, donc ce qui est absolument terrible, mais il est condamné cette deuxième fois pour propagande anti-soviétique, et donc la lettre T de trotskiste, qui est une condamnation à mort, disparaît de son dossier pénitentiaire. Et c'est comme ça qu'il est admis à suivre ses cours d'infirmier, qui devient infirmier au camp, et qui travaille dans un hôpital, ce qui lui permet d'écrire. C'est là qu'il commence à écrire. Et il écrit d'abord de la poésie. Et il envoie ses poèmes à Pasternak qui les lit et qui lui répond par une lettre absolument extraordinaire où il fait l'analyse de ses poèmes. Donc cette histoire, alors moi je reviens sur cette histoire dans mon livre et surtout sur le fond de cet échange entre deux poètes, et puis l'histoire est aussi racontée dans les souvenirs. Voilà, donc Chalamov se pense d'abord poète, et dans la poésie, ce qu'il cherche, il cherche aussi sa place. Et cette place consiste à donner vraiment la parole à la nature, comme personne ne l'a encore jamais fait. Voilà, parce que jusqu'à lui, enfin je lui cite ses réflexions, hein, les poètes ont fait parler la nature, mais avec leur langue. Et lui, il cherche à comprendre, hein, c'est un peu Saint François d'Assise du camp. Il cherche à comprendre la langue des oiseaux, des arbres et des animaux. Et donc, chez lui, les animaux ne sont pas des animaux allégoriques, ce sont des vrais animaux. Il y en a beaucoup. Et pareil pour les arbres et les pierres parlent aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je propose, si vous avez encore le courage, de lire quelques poèmes, et je suis désolée pour celles qui les connaissent déjà. Donc on lit à deux voix. Voilà, et donc c'est des tentatives de traduction. Alors je peux juste dire que c'est très très difficile de traduire les poèmes de Chalamov parce qu'ils sont très simples. Là, il n'y a pas de cachette pour les tortiller dans tous les sens. On a une phrase, enfin il y a très peu d'enjambement. Et donc c'est un vers, une phrase, ou un vers, une fraction de phrase signifiante. Donc c'est très difficile. Voilà, c'est pour que vous soyez indulgents. Est-ce que tu peux situer dans quelle année? Alors, ça c'est l'outil, c'est 54. Ça c'est sont des... Oui, c'est vrai que j'ai fait les années 50, une petite... Oui, les années 50, la plupart. On commence par l'instrument. Инструмент. До чего же примитивен инструмент нехитрый наш? 10 бумаги, 10 гривен, торопливый карандаш. Вот и все, что людям нужно, чтобы выстроить любой
Замок истинно воздушный над житейской судьбой. Все, что Данту было надо для постройки тех ворот, что ведут к воронке ада, упирающейся в лед. Donc j'ai traduit par l'outil. Notre outil rudimentaire est facile à prendre en main. Un crayon à mine légère, du papier, un rouble la main. Cela suffit pour construire un château très aérien dans les nues, ça va sans dire, au-dessus d'une vie de rien. Cela suffit à Dante pour faire le portail par où aller de la bouche de l'enfer vers son fond, le lac gelé. Желание. Я хотел бы так немного. Я хотел бы быть обрубком, человеческим обрубком. Отмороженные руки, отмороженные ноги. Жить бы стало очень смело, укороченное тело. Я бы собрал слюну во рту, я бы плюнул в красоту, в омерзительную рожу. На ее подобие Божие не молился бы человек, помнящий лицо коллег. Voilà, donc ça ça rejoint ce que, enfin, ça vous éclaire sur ce que j'ai dit sur la mutilation. Je désire, donc je désire si peu au fond. Je désire me faire tronc, simplement un tronc humain, pieds gelés, gelés les mains, bout de corps, si intrépide, il vivrait en invalide. De ma bouche saliveuse, je cracherai sur la beauté, sur sa gueule ignominieuse. Sa divine parenté ne serait plus invoquée par tous ceux qui se souviennent du visage des tronqués. Я мальчиком умру. Я мальчиком умру, и верно очень скоро на ангельском перу я слышал разговоры, что, дескать, на земле таким не будет места. Напрасно столько лет их молча ждут невесты. От этих женихов невеста мало проку. Дорогой стихов они зайдут далеко. Им взрослыми не стать, не выучиться жизни, и детская мечта не обретет отчизну. Gamin, je mourrai, et bientôt, entends-je, au festin des anges, la rumeur courait, pour des gars pareils, pas de place sur terre. En vain, vierge veille, en vain, elle espère. Des fiancés, ça, foin, ne savent rien faire. Le chemin des vers les entraîne loin. Éternel gamin, coupé de la vie, leur rêve enfantin n'a pas de patrie. Он пальцы замерзшие греет, в ладонь торопливо дыша. Становится все быстрее походка карандаша. И вот деревянные ноги, двигая как манекен, по снегу, не помня дороги, выходит на берег к реке. Идет к полыне, где течение ускорили родники. Он хочет постигнуть значение дыхания земной реки. И хриплым, отрывистым смехом приветствует силу свою. Ему и мороз не помеха. Морозы бывают в раю. Il réchauffe ses doigts engourdis, recourbés par le gel, par l'hiver, en soufflant sur sa paume raidie, et le pas du crayon s'accélère. Mannequin chancelant, avançant sur ses jambes de bois, il descend dans la neige une sente oubliée, vers la rive de blanc habillée, là où sous la glace percée, maintes sources se sont déversées, l'hivernale rivière respire. C'est son sens qu'il cherche à saisir. D'un rire étouffé et rauque, sa propre force y convoque. Qu'importe le froid, il gèle, dit-on parfois au ciel. Луна качает море, прилив, отлив. Качает наше горе на лодке рифмы. Я рифмами обманут и потому спасен. Качаются лиманы и душен сон. Lune, la mer s'anime, flux et reflux, embrun. Sur la barque des rimes, tangue notre chagrin. Trompé par les rimes, je leur dois mon salut. Tangue l'abîme, et le sommeil afflue. Ça va ?
Ça va? On n'entend pas très bien, mais enfin... Vous n'entendez pas bien? Non. C'est bon? Ça, On va faire un effort. Mais ça va, vous n'êtes pas fatigué? Non. Si. On va bientôt finir. Silencio. Oui, c'est une référence à Tucci, bien sûr. Ouais. Кровь и обиды, все, что ты видел, если вернешься домой, помни, не мой. В пьяном чаду, в малярийном бреду, либо на дыбе, где мышцы твои рвут палачи, молчи. В счастливом сне, любимой жене, в свете зари не говори. Даже отцу, мертвецу, на могиле ведь не расскажешь буди. Матери помоги, матери лги. Дочери, сыну, ночью, синей, о том, как ты жил, не расскажи. И другу, сжимая руку, к тайнам своим открывая ключи, про это молчи. На этом последнем став в пороге, устав и от правды, и от лжи, Богу, и то немного, все-таки расскажи. Sur le sang, les offenses dont tu te souviens, si tu reviens, garde le silence. Ivre ou malade, ou sur l'estrapade en train de te faire tuer, reste muet. Dans les bras de ta femme, lorsque l'aube s'enflamme et le rêve te gagne, ne parle pas du bagne. Même à ton père couché sous terre, ne va pas raconter la vérité. Mère, tu soutiendras, tu lui mentiras. À ta fille, à ton fils, pas un mot ne dira qui ton passé trahisse. Tu te tairas. À l'ami adoré, confie tous tes secrets, mais sur tes souffrances, silence. Parvenu à l'ultime seuil, là du mensonge, de la vérité, à Dieu seul, tu peux raconter une partie infime. On lit un dernier? Oui. Так вот и хожу, на вершок от смерти. Жизнь свою ношу в синеньком конверте. То письмо давно, с осени готово, в нем всегда одно маленькое слово. Может, потому и не умираю, что тому письму адреса не знаю. Je chemine encore tout près de la mort, porte ma vie entière sous un pli bleu clair. Il y a belle lurette que la lettre est prête, elle contient une seule, une brève parole, et la mort me laisse en sursis peut-être, parce que sur la lettre, il n'y a pas d'adresse. Bon, peut-être un tout dernier sur les archives. Voilà. Mon archive, et après on arrête. Мой архив. Рукописи, береста, камни, черновики, буквы крупного роста на берегу реки. Мне не нужна бумага, вместо нее леса. Их не пугает влага, слезы, дожди, роса. Дерево держит струки, желтый крутой затес, залитый светлым соком, реки горячих слез. Вот надежно укрытый склад моего сырья, птицами позабытый, спрятанный от зверя. Voilà, ça résume bien la question de l'archive. On a parlé du corps comme archive, mais il y a aussi la nature qui fait archive. Donc mes archives, mes brouillons, les pierres, manuscrits, les bouleaux. Au bord de la rivière, grosses lettres sur l'eau. De papier, nul besoin. Les troncs le remplacer. Ils ne craignent point les larmes, la rosée. Le bois garde les vers sous de jaunâtres fentes, d'où une sève claire coule, chaude et collante. Dans ma secrète grange, mon matériau est rangé, à l'abri des mésanges et des bêtes protégées. Voilà, merci.